Si vous voulez investir dans un immeuble de 2-3 étages, c'est minimum 200 millions d'investissements. Le rendement sera beaucoup plus faible. Avec 200 millions d'investissements, vous pouvez espérer peut-être 3 millions, 3 millions 5 de revenus mensuels. Ça, c'est à condition que tous les appartements soient occupés. Dans nos activités, en une journée, on peut faire 3 millions de chiffre d'affaires. Sûr, c'est sûr. Donc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'expérience Yannick Yao. Ça fait bien longtemps que j'ai fait cet exercice-là. J'attendais en fait la personne qui est à côté de moi. Parce que ça fait quasiment 2 ans la première fois qu'on s'est vu et qu'on a... Enfin, pas vu. La première fois qu'on a fait une interview comme ça. Je parle plutôt de conversation vidéo en fait. C'est ça. Parce que j'ai un très grand respect pour toi et pour les personnes comme toi. Dans le sens où la première fois qu'on s'est vu, j'étais client par rapport à mes enfants. Mais la manière dont le boss s'est comporté avec le client, sachant qu'il y a beaucoup d'employés que tu as, j'ai dit, oh, mince, c'est exactement ce genre d'exemple que je veux suivre, en fait. Tu vois? Et le fait que tu sois aussi disponible parce que tu as plusieurs activités et plusieurs responsabilités qui fait que ça te prend énormément de temps et je valorise beaucoup le temps. Donc, la première fois, tu as dit, sans problème, on a eu des problèmes de CIE, tu as resté quasiment toute la matinée. Je me rappelle. Et après, on a fait l'interview. Et là encore, là, je t'avais contacté une fois, mais je savais comme tu étais busy et tout. Ok, je vais le laisser. Et dès que j'ai vu, tu as publié l'annonce sur LinkedIn que tu invitais, je te laisserai dire. J'ai dit, ok, il faut que je le contacte maintenant parce que potentiellement, il est en train de promouvoir cela et c'est peut-être le bon moment de le capter. Donc, Bono Bellinga, comment tu vas? Ça va, impeccable. Impeccable. Et toi? Ouais, super. Même pas avant de rentrer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais, et puis on va derrière enchaîner par une conversation tranquille, quoi. Ah, écoute, c'est complexe, hein, parce que j'ai plusieurs personnalités. Non, plus sérieusement, écoute, aujourd'hui, je suis le directeur et cofondateur du groupe Hyde Park. Ouais. Hyde Park, c'est un groupe qui comprend plusieurs parcs aquatiques. Ouais. On en a 5 en Côte d'Ivoire, 1 au Mali. Et là, on est en train de s'étendre sur l'ensemble du continent. Okay. Mais avant de faire ça, j'avais plutôt un profil IT. J'ai dirigé des boîtes informatiques. Et j'ai été aussi directeur de grosses boîtes américaines. Ouais, effectivement. Alors, par rapport à ce que tu as publié, c'est-à-dire maintenant tu vas partager grosso modo le gâteau et permettre un véritable impact sur un secteur d'activité et sur une certaine économie. Quand je te parle d'impact, il m'est plus facile de parler de certaines choses quand je les ai vécues. Je parle par exemple du Splash Park, qui est juste à côté de chez moi. C'est... Comment je pourrais dire ça? C'est à chaque fois que je passe et que c'est ouvert et qu'il y a tout le temps du monde de toute façon, c'est un bonheur d'entendre les enfants qui sont en train de s'amuser. Parce que je pense que ça répond à une vraie problématique. Ce qui est proposé à l'intérieur, que ce soit en termes de service, qualité de service, et aussi, je dirais, ce que ton personnel fait. Moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné quand j'étais là-bas. Ok, parce que c'est ma femme qui voulait réserver par rapport aux anniversaires des jumeaux, mes enfants. Mais ma déformation professionnelle m'invite à, ok, comment il met ça en place? Qu'est-ce qui se passe? Qui est en train de faire quoi? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il a mis à l'entrée? Qu'est-ce qu'il propose? Comment il se comporte avec la gens? J'ai fait, waouh. Et quand j'ai vu derrière que tu avais quasiment plus de 200 employés, j'ai dit, oh mon Dieu. Parce que c'est à un niveau assez impressionnant dans le sens où ici, en Côte d'Ivoire, et peut-être dans d'autres pays, peut-être c'est partout pareil, mais j'ai l'impression que c'est très compliqué de gérer certains employés. Et je sais qu'on avait parlé de process que tu as mis en place, toi, avec ta femme, puisqu'elle est cofondatrice, ou en tout cas, c'est ta partenaire, qui fait que vous arrivez à manœuvrer tout cela. Donc, c'est quoi le Splash Park? C'est quoi le Hyde Park? C'est quoi tout ça? Écoute, c'est simple, hein. On est parti du postulat qu'il y avait très peu d'espace de loisirs pour les enfants. Non seulement en Côte d'Ivoire, mais faut généraliser carrément en Afrique. Il y a des gens qui sont allés à la recherche d'espace pour pouvoir passer un bon moment en famille et d'espace dans lesquels les enfants peuvent jouer en toute liberté et en toute sécurité. Donc c'est dans ce sens qu'on a commencé à développer ce concept de parc aquatique de proximité. Je précise parce qu'en général, les parcs aquatiques, c'est sur des étendues de 3, 4, 5 hectares. Il y a plusieurs attractions, etc. Nous, on veut vraiment mettre en place
C'est ce qu'on est en train de faire, des parcs aquatiques de proximité ou dans le quartier, dans la commune, sans avoir à changer de commune, on peut simplement aller s'amuser avec ses enfants, passer un bon moment. Donc c'est des bassins d'eau entre 30 et 50 centimètres de profondeur, donc c'est pas dangereux pour les enfants. Il y a des animations, il y a des jeux, il y a des animateurs. Et parallèlement à cela, on essaie d'occuper les familles, surtout les parents, dans la mesure du possible. Il y a un DJ, il y a une ambiance, on célèbre les anniversaires avec les parents. On s'incruste dans les anniversaires carrément. C'est génial. C'est véritablement génial. Je dirais que toute proportion gardée, pour moi, je sais pas pourquoi à chaque fois j'étais là, Disney. Parce que pour moi, c'est tellement powerful ce que vous faites. Et récemment, puisque là on est au Bloom Square Aquaba Center à la Palmeraie, il y a une jeune fille qui est passée pour faire une enquête, grosso modo, sur les coworking. Elle m'a posé une question, elle m'a dit, OK, quel est l'impact que vous avez sur l'environnement? Et j'étais là, j'ai dit, OK, c'est assez nouveau, ça fait 1 an. Donc, éventuellement, comme on propose des espaces qui sont clean, avec le Wi-Fi, avec le fait que les gens peuvent recevoir leurs propres clients et tout, à moindre prix, bon, éventuellement, notre impact est que, bon, des startups ou des solo-entrepreneurs peuvent se lancer. Mais pour moi, c'était pas assez parlant. Mais quand je vois, moi, l'activité du Splash Park, parce qu'effectivement, ici à Abidjan, il y a très peu d'espace pour enfants, en fait, réellement, et que c'est accessible en termes de coût. Et je répète, la qualité du service. Merci. Mon Dieu, c'est la formule gagnante qu'il a mis en place. Comment vous avez réussi à mettre cette formule en place, réellement? Ça a été un travail de longue haleine, je vais pas te le cacher. Au début, c'était pas si facile que ça. Parce qu'il y a l'esprit d'entreprise, il y a la culture d'entreprise qu'il faut aller apprendre et instiller aux équipes en interne. Il fallait aussi leur montrer ce qu'on attendait d'eux en termes de qualité de service. C'était vraiment une notion qui était abstraite pour la plupart d'eux. Donc, qu'est-ce que la qualité de service? Comment ça se mesure? Comment on y travaille? Comment travailler sur l'accueil des parents? Donc, il y a eu des formations. J'ai carrément fait des sessions de formation sur l'accueil, la qualité de service, comment aborder un client, comment le remercier à l'issue de son expérience. C'est-à-dire que quand le client rentre en fin de journée, quand il quitte nos lieux, on le remercie. On remercie tous nos clients, on les remercie d'être venus. Et ça, très souvent, ça touche les parents. Je me rappelle d'une fois, sans vouloir te couper, une maman à qui un de mes collaborateurs a dit merci, elle est en train de partir. Elle a trébuché, elle était tellement étonnée d'avoir ce merci et au revoir. Ça l'a tellement étonnée qu'elle a failli trébucher, elle a failli tomber. Et quand elle s'est relevée, elle s'est dit merci à vous, merci à vous. Et je pense que c'est important. Si on fait abstraction de la partie matérielle, de la partie investissement, c'est vraiment ça qui est important chez nous. L'accueil, la qualité de service, la chaleur humaine. C'est le cœur du métier parce que c'est dans notre ADN en Afrique. Il faut compter avec ça. Je veux pas te demander d'expliquer comment tu expliques que ce n'est pas finalement dans des business de service. Pourquoi c'est pas la première chose qui est mise en avant? Je vais pas te demander à toi cela parce que c'est pas forcément à toi de répondre à cela. Toi, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu expérimenter, c'est présent. Mais je dis toujours, quelqu'un qui vient ici monter un business qui est dans le service, excusez-moi pour ces bruits, quelqu'un qui vient ici pour monter un business qui est dans le service, s'il arrive à faire en sorte que effectivement le rapport humain, il est avenant, ils sont serviables, ils sont juste souriants, t'as gagné. Parce que la majorité, moi, de ce que j'ai expérimenté ici, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans des boîtes, grosses boîtes, dans le privé, quand tu viens, t'as l'impression que les personnes, tu les fais chier carrément. Donc, et peut-être c'est ça aussi qui m'a impacté quand j'étais là-bas. J'ai dit, oh mince, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est vrai que la plupart des gens, quand ils regardent un business, ils sont focus sur le chiffre d'affaires. Laisse-moi te dire aujourd'hui que le business, c'est une pyramide. C'est une pyramide et le chiffre d'affaires, c'est vraiment le sommet de la pyramide. Et c'est une partie de cette pyramide. Et très souvent, les gens sont focus, il faut que je fasse tel chiffre d'affaires, combien vous avez fait comme jour revenu dans la journée, etc. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le chiffre d'affaires est la résultante plutôt de tout le travail qui a été fait au niveau de la base. Donc si on se focalise sur la base, assurément le chiffre d'affaires va suivre. Il sera proportionnel au travail qui a été investi au niveau de la base. La base, c'est quoi? C'est la qualité de service,
c'est la qualité de la restauration, c'est l'ambiance, c'est l'univers, c'est la chaleur humaine, c'est toutes ces couches sur lesquelles on travaille. Et une fois que tu as bien travaillé sur l'ensemble de ces couches, les résultantes, elles peuvent être que positives. C'est clair. Non, mais c'est tellement... Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est tellement évident. Et éventuellement, c'est une question d'habitude que les gens n'ont pas forcément, même en 2022, quoi. Tu vois, à l'heure où tu as Internet, où tu as accès à certaines informations, tu vois comment ça se passe à l'étranger et tout. Bon, quand tu viens ici, pour ne pas les citer, il y a une boulangerie qui s'est ouverte. Et je sais pas si c'est une chaîne ou c'est une franchise qui s'appelle Kaiser. Tu vas là-bas aussi, bien sûr, une qualité de service, leurs produits sont bons, perso, j'aime bien. Et derrière, tu vois, tous les collaborateurs qui viennent, qui sont avenants, qui sont souriants, qui font les choses et tout. J'ai dit, waouh, ok, ça a fait deuxième. Il y a un autre gars, je sais pas si je l'avais fait rencontrer, c'était l'un de mes collaborateurs sur la précédente boîte dans laquelle j'étais. D'accord. Lui aussi, pareil, il a un coworking, un rooftop. Je vais pas citer son nom puisque éventuellement il m'a pas permis de le citer, mais s'il regarde ces vidéos, il le saura. Mais effectivement, la formation de ces gens, je l'ai vu moi en direct. Il est, on va dire, directif, rigide, mais il veut que ce soit le top parce que derrière, ça te permet aussi si tu as un service premium, de pouvoir faire la différence par rapport à ce qui se passe autour, ce qui fait que tu n'as plus de compétition, en fait. C'est ça. Parce que si tout le monde propose la même chose en termes de produits et tout, bon, c'est quoi qui fait la différence? C'est, ok, comment lui m'a marqué, quoi. Non, le service est important. Le service est important et je pense que les clients sont de plus en plus demandeurs de qualité de service. On le voit aujourd'hui avec la force et l'impact des réseaux sociaux. Il suffit qu'un client ait vécu une mauvaise expérience sur un lieu, il le poste automatiquement et tout de suite il y a un impact négatif sur le lieu. Négatif. Et ça fait caisse de résonance parce que tout le monde a cette information en temps réel. Donc, il faut vraiment faire un travail de fond sur la qualité de service. Au niveau des produits et des services, sur la place, vous allez être plusieurs à proposer ces produits, vous allez être plusieurs à proposer ces services. Mais cette qualité de service-là, cette rigueur, la propreté des lieux, etc., l'accueil, la chaleur humaine, faut que ça soit unique. C'est clair et net. C'est là-dessus que le travail, c'est là-dessus que 90% du travail doit être fait. C'est 90%. Ton business, puisque maintenant tu l'ouvres, grosso modo, c'est quoi exactement? Les gens vont pouvoir investir, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, finalement? Tout d'abord, merci pour la question. C'est une excellente question. Ça me permet de clarifier un peu notre next step. On a commencé par créer des parcs aquatiques qui nous appartiennent. Donc, on est propriétaire de ces parcs, on les exploite. Ça se passe plutôt bien. Et depuis plusieurs mois, j'ai été contacté par des clients qui vivent à l'étranger et qui veulent qui souhaitaient dupliquer ces parcs dans leur pays respectifs. Donc, on a travaillé sur une offre et je pense qu'on l'a finalisée il y a très peu de temps. Cette offre nous permet d'accompagner les clients à construire des parcs aquatiques de proximité à l'identique des nôtres qu'on a en Côte d'Ivoire et qu'on a au Mali. Il y a un énorme besoin sur l'ensemble du continent. Comme je le disais tout à l'heure, dans chaque capitale, il devrait y avoir au moins un parc aquatique. Dans chaque capitale. Pour les gens qui l'ont pas éventuellement expérimenté, c'est tellement clair. Quand vous marchez, et je sais pas comment vous avez décidé entre guillemets, des zones de chalandise où vous alliez positionner vos parcs. Mais après, vous êtes passé chez toi. Et maintenant que, grosso modo, j'ai des enfants en bas âge, je cherchais des écoles. Effectivement, j'ai des écoles partout. Mais je vois qu'il n'y a pas d'aire de jeu, hormis aller au centre commercial éventuellement. C'est ça. Et j'ai dit, ok, pour choisir un bon lieu, hormis l'aspect technique, checker, est-ce qu'il y a des écoles primaires, maternelles aux alentours, et si c'est là, tu peux y aller. Est-ce que c'est un peu ce que vous avez fait ou pas? Non, c'est-à-dire que le travail de fond qu'on fait avant de s'installer, on regarde d'abord si c'est une zone résidentielle. Parce que ça aide de s'implanter dans une zone résidentielle, ça permet de réduire les coûts de transport des clients. On regarde aussi le pouvoir d'achat. Et on regarde aussi la possibilité de s'étendre sur ce site-là. Donc il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte et bien sûr le rapport qu'on a avec le propriétaire des lieux parce qu'on n'est pas toujours propriétaire des lieux. Il y a des lieux sur lesquels on est locataire. D'accord. Donc une fois que toutes les planètes sont alignées, on prend la décision. C'est une décision qui est prise de manière collégiale, non seulement avec les associés mais aussi avec le top management. Donc on prend la décision de manière collégiale et puis on s'y lance. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a
bonne réputation. Donc, quand le nom Splash apparaît, les gens sont déjà rassurés parce qu'ils savent que ça va être une continuité en termes de qualité de service. Et c'est ça qui est encore plus violent. Pour moi, quand j'ai vu le post sur LinkedIn, j'ai dit, oh, wow, ça y est, il a gagné. Pas encore. Non, la raison pour laquelle je dis, ouais, il a gagné, c'est parce que il y a les investissements dont on entend parler, il y a les traditionnels, l'immobilier, l'achat de terrain, nouveau, on va dire, VTC, avec des espaces de coworking, c'est toujours l'immobilier, mais ça, là, non, parce que souvent les investisseurs cherchent à avoir un impact social aussi. Ouais. Et il faudrait que, je vais pas dire tous les visiteurs, il y a Facebook, il y a les réseaux sociaux, puisque vous relayez, comment ça s'appelle, les activités qu'il y a dans les différents iParks, Splash et tout. Donc c'est intéressant de le voir en visu. C'est encore plus intéressant d'aller l'expérimenter. Déjà, le droit d'entrée, entre guillemets, il est relativement bas, que ce soit pour les parents, il est accessible, que ce soit pour les parents et les enfants. Derrière, tout ce que vous pouvez faire là-bas, même pour les parents en termes de détente, je vous assure, vous venez, il y a les animateurs qui sont là, vous confiez vos gamins, vous allez, prenez à boire, il y a le soleil qui frappe, il y a la musique qui est là. Il y a la musique, il y a l'ambiance. Non, c'est fini. Il y avait, je sais pas si c'est un blasphème, j'allais dire c'est le maquis pour les enfants. C'est ça, c'est exactement ça, c'est l'idée. On a voulu merger un peu les deux, si tu me permets l'expression. Ouais. Parce qu'en général, avant, quand tu allais déposer tes enfants dans un centre de loisirs, toi, t'allais faire des courses où tu ne restais pas, parce que dans le centre de loisirs, il y avait des posters, des dessins de Mickey et autres, qui étaient vraiment enfantins. Et donc, du coup, on se sentait pas à l'aise dans cet espace en tant que parent. On se dit, mais maintenant que je les ai déposés, j'ai pas resté là parce que cet environnement, c'est pas le mien. Et nous, justement, la beauté de nos investissements, c'est qu'on a réussi à merger ça. C'est-à-dire que même si l'enfant est en train de jouer, le parent se sent à l'aise dans l'espace. Absolument. À l'aise parce qu'il y a de la musique, parce qu'il y a une décoration qui le sied. Et puis, il se sent pas, il a pas l'impression de s'incruster dans l'espace de son enfant. Et c'est un espace vraiment partagé. Comme ici, c'est un lieu de coworking. À la base, disons que c'est un lieu de co-enjaillement. grave. Et, je pousse à fond pour que ceux qui regarderont cette vidéo, s'ils ont un peu de denier, ils se disent, OK, je vais investir, c'est là-bas que je vais aller. Dans le sens où, comme je le dis, je l'ai expérimenté, la qualité de service, le truc, il est tellement bien pensé, il a le game plan. Il a le plan. Véritablement, il a dupliqué pour lui-même. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas en train de juste enseigner, c'est quelqu'un qui a la preuve de ce qu'il a fait. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'aspect, je reviens, avec les employés. Parce que tu m'avais indiqué dans notre premier échange que tu avais mis en place des process qui permettent une certaine qualité de contrôle. C'est ça. Contrôle qualité plutôt, avec tes employés. Les formations que tu mets en place avec eux. Brièvement, comment ça se passe si je suis un nouvel employé? Qu'est-ce que tu attends de tes nouveaux employés? Ok. Déjà, si tu es fraîchement embauché, on t'assigne un tuteur que tu vas suivre. Okay. Et donc ton tuteur, en général, c'est le tuteur de ton corps de métier. Si t'es cuisinier, c'est un cuisinier. Si t'es serveur, c'est un serveur. Donc tu vas le shadow pendant à peu près une semaine, 2 semaines. D'accord. Donc tu vas le suivre, il va t'indiquer comment travailler. Tu vas commencer à travailler par mimétisme. Ouais. C'est-à-dire en observant comment il fonctionne. Ensuite, tu auras un entretien avec ton manager, le manager du site, qui va t'expliquer un peu la philosophie, l'esprit d'entreprise, ce qu'on attend de toi. Il va t'expliquer nos points cardinaux, c'est-à-dire la propreté, l'accueil, le sourire, la qualité de service, etc. Et ça, c'est des choses qu'on rabâche, parce que la répétition est pédagogique. Absolument. Donc, il faut pas uniquement en parler lors de la première semaine ou les 2 premières semaines de travail, c'est répétitif. Chaque mois, on fait des réunions. Chaque semaine, les managers parlent aussi de ces aspects. Et chaque fin de journée aussi, surtout les week-ends, il y a encore un petit rappel sur les priorités. D'accord. Ensuite, il y a aussi les retours clients. Ça, c'est pas négligeable quand vous avez des clients qui sont satisfaits avant de partir, qui vous glissent un petit pourboire, ça fait toujours plaisir. Et qui, lors de leur prochaine venue, demandent à ce que ce soit vous qui gériez leur table. Ça aussi, ça fait plaisir. Donc, c'est la preuve que tout le travail qui est fait en amont et tout le travail qui est fait par les équipes
est reconnu. Et la reconnaissance, je pense qu'il y a pas mieux comme médaille. Absolument. Absolument. Comment tu arrives à... C'est uniquement l'aspect pécunier qui fait que tes employés qui sont en contact direct avec les clients sont super avenants ou en tout cas font le job, ou il y a quoi d'autre qui Non, c'est pas du tout l'aspect pécunier. Comme je le disais, c'est la reconnaissance. D'accord. La reconnaissance non seulement des clients, mais aussi du management et de la direction générale. J'observe chacun de mes collaborateurs dans la mesure du possible et je sais les féliciter. C'est des petits gestes, mais qu'il faut faire assez régulièrement. Je peux très bien aller en cuisine, du côté du Haut-Pougon, par exemple. Des fois, le samedi, je passe l'après-midi dans la cuisine avec l'équipe de cuisine et je les aide, je les motive et en fin de journée, je les félicite. Je les félicite c'est par rapport peut-être à leur célérité, par rapport à la qualité des produits qui sont sortis. Faut savoir passer du temps avec ses collaborateurs. En tant que cofondateur et en tant que directeur d'une société où j'ai plus de 200 collaborateurs, je prends le temps de m'asseoir avec mes ressources. Et dans la mesure du possible, je fais des one-on-one avec chacun de mes collaborateurs. De manière trimestrielle, je viens sur le site, on s'assied, tu me parles de ta vie, tu me parles de ta famille, tu me parles des problèmes que tu peux rencontrer en dehors du boulot. Ça permet de nous rapprocher et ça crée un lien. Ça crée vraiment un lien qui est phénoménal et qui est très puissant entre le collaborateur et puis son directeur. Est-ce que c'est une déformation professionnelle que tu as de faire cela, dans le sens où, quand j'ai des formations professionnelles, le fait que tu as été avec des grosses boîtes ricaines, parce qu'ils sont très service et très client-centrique, entre guillemets, qui fait que tu as ce rapport-là, c'est-à-dire même avec le bas de l'échelle, entre guillemets, de tes employés, tu as cette conversation, parce que c'est pas tout le monde qui va rencontrer son CIO, quoi, surtout quand tu as 200 personnes à gérer, quoi. C'est clair. Effectivement, ça a été, c'est quelque chose qui m'a été inculqué par les grosses boîtes américaines pour lesquelles j'ai bossé. Quand tu viens d'une culture française ou francophone, tu as toujours travaillé pour des boîtes francophones, et quand tu arrives dans ce milieu anglophone et tu rencontres des directeurs de très grandes structures internationales et qui prennent le temps d'échanger avec toi, mais c'est phénoménal. C'est phénoménal. Tu te dis que moi j'ai rencontré, quand j'étais par exemple chez Microsoft, des N-3 ou N-4, je dis bien N-4 du CEO de Microsoft, avec qui j'ai changé. Ils venaient me voir, on discutait, on parlait de choses et d'autres. Et après, ils prenaient le temps d'échanger avec tout un chacun. Et ça, c'est une leçon. C'est une leçon de vie, c'est une leçon d'humilité. Et ça renforce le lien et ça te motive davantage pour travailler pour ces personnes. Sincèrement. Cet aspect-là, je trouve qu'il est génial. Et en fait, j'ai une problématique, mais j'ai quand même une problématique avec ça. J'ai été amené à prendre, on va dire, des gens avec moi, des collaborateurs. Je ne vais pas les appeler des employés, mais on va dire des collaborateurs. Et lorsque j'ai essayé de faire cela, j'ai l'impression qu'on me prenait pour un con. Je parle de l'impression qu'on me prenait pour un con parce que ils me disent qu'ils savent faire ça, mais ils délivrent pas. Et je continue à rester dans cette optique-là. Et malheureusement, ça m'a fait perdre énormément de temps et au final d'argent, parce que je suis resté trop longtemps, entre guillemets, avec ces personnes-là. Comment tu arrives, toi, à faire le filtre? Ou si tu ne fais pas le filtre, comment tu gères, quoi? C'est pas un exercice facile, parce que très souvent, quand tu cherches à être bon avec les personnes, ces personnes tendent à remplacer le B par un C. Pour ceux qui ont compris. Voilà. Et il faut être bon, mais en même temps, il faut savoir être ferme quand il le faut. Et il faut savoir leur montrer que ta patience a des limites. Donc, c'est ce double effet, c'est-à-dire de fermeté et de bonté, et savoir les doser au bon moment et à bonne dose. Et surtout, je pense quelque chose qui est important, il faut leur montrer que ce qu'ils font, tu es capable de le faire. Moi, c'est quelque chose que j'ai expliqué et que je démontre à chacun de mes collaborateurs. Ce que tu fais, je peux le faire. Et donc, il se dit que si mon boss peut le faire, à tout moment, il peut se séparer de moi parce que lui-même, il peut mettre la main dans le cambouis. Et ça, c'est important. Parce que très souvent, les gens se disent que il peut pas se séparer de moi parce qu'il a besoin de moi. Je deviens essentiel pour le business. No way.
Si jamais sur un site, j'ai pas d'employé qui est disposé ou j'ai pas pu avoir quelqu'un pour faire le ménage, je t'assure que moi-même j'irai faire le ménage, j'irai balayer. Mais attends, enfin, moi, j'allais dire ma problématique, c'est que ici, dans ce lieu, c'est quelque chose que je fais, j'attends pas. Ouais. Mais j'ai l'impression que les collaborateurs avec qui je travaille, ils se disent, ah, ok. Et je me dis, ah, est-ce que c'est moi qui deviens con, effectivement, parce que je laisse trop, alors que la personne, elle voit bien que tu es en train de le faire. Tu vois, tu viens, ok, parce que tu sais très bien qu'il y a des clients qui viennent, tu sais très bien que l'image que tu renvoies de ton lieu de travail, ou même de la manière dont tu les accueilles, Ouais. c'est quasiment la chose la plus importante. Donc, parce que de toute façon, après, tu deals aussi avec des êtres humains, parce que malheureusement, ce sont des gens qui sont cool aussi. C'est ça ma problématique. Ouais. Donc, comment tu fais? Non, c'est comme je disais, c'est vraiment pas facile, mais il faut énormément leur parler. Il faut leur montrer l'intérêt pour eux, l'intérêt pour la boîte, de faire leur travail correctement, et aussi leur faire comprendre qu'à un moment donné, si vous n'arrivez pas à tomber d'accord, si vous pouvez pas travailler dans la même direction, vous serez obligé de vous séparer. Et il faut, en tant que manager, en tant que directeur, il faut pas avoir peur de prendre des décisions dures et difficiles. Parce qu'il faut d'abord mettre le bien de la société, le bien de la boîte avant tout. C'est ça la priorité. C'est clair. Si on doit se séparer d'un collaborateur pour que 49 autres collaborateurs continuent de vivre et subvenir aux besoins de leur famille, on va pas hésiter à prendre cette décision. C'est clair, On va pas hésiter. C'est clair. Bruno Belinga, d'où est-ce que tu viens? Même si tu m'as dit que tu étais citoyen du monde, d'où est-ce que tu viens? Écoute, je suis né en France. Ouais. Il y a de cela une vingtaine d'années. Ok. Le temps passe vite. Très bien. J'ai grandi en banlieue parisienne. Yes. Je suis né de parents, disons, qui n'avaient pas les moyens. Ouais. Voilà, donc j'ai une enfance très belle. Pas dans des meilleures conditions, mais j'ai jamais manqué de rien. Et ça, je remercie énormément mes parents pour ça. Donc j'ai grandi en banlieue parisienne. Ouais. J'ai fait mes études à Paris. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans le milieu informatique, toujours sur Paris. Ouais. Et très rapidement, dès que j'ai commencé à travailler, mon objectif c'était de revenir au pays. Parce que quand j'étais jeune, souvent je partais en vacances, que ce soit au Cameroun, au Sénégal. Quand je venais en vacances au pays, il y avait cet effet où tu commences à stresser. Tu commences à être en panique quand tu sais que tu dois rentrer. Je pense que tu sais de quoi je parle. Absolument. À la fin des vacances, fin août, début septembre, tu dois retourner là-bas. J'ai ma petite sœur qui était venue ici et elle avait kiffé mais comme une dingue. Et quand elle devait repartir, elle pleurait à chaudes larmes à l'aéroport. Oui. Et ma mère elle dit vas-y, t'as pas dit que tu voulais pas venir. Maintenant c'est toi qui veux rester. C'est ça. Je pense que on est nombreux à avoir eu ce sentiment où il faut quand même prendre des antidépresseurs quand tu reviens parce que c'est la claque est froide et difficile. Et donc très rapidement, je me suis dit mais pourquoi en 12 mois d'une année, il y a que pendant 1 mois je me sens à l'aise. C'est quand je passe mon mois de vacances au pays. Il y a que pendant ce mois de vacances je suis à l'aise, j'ai l'impression d'être parmi les miens. Il y a cet accueil, cette chaleur humaine, le fait de partager la nourriture avec les cousins, la famille, etc. Et donc je me suis dit, c'est pas comme ça que je veux vivre. Je veux pouvoir profiter 12 mois dans l'année. H24, 7/7. Et donc à partir de là, je me suis fixé comme objectif de revenir au pays. Okay. Et ça a été une motivation dans mon travail au quotidien, quand j'étais en France, quand j'étais expert dans mon domaine. Comme je t'ai dit, j'ai un profil IT, donc j'étais expert en réseau et sécurité informatique. Et je travaillais 3 fois, 4 fois plus que mes collaborateurs, que mes collègues plutôt, parce que j'avais cette niaque, j'avais cette volonté d'aller plus vite pour pouvoir m'installer en Afrique et mettre ma famille à l'aise. Donc c'est dans ce sens que j'ai cherché à retourner au pays. C'était pas facile parce qu'à l'époque, on cherchait un boulot au pays à travers Internet. C'était une utopie, mais on le savait pas encore. Donc t'es là au boulot, tu vas sur les sites de recherche d'emploi au Sénégal, au Cameroun, mais tu trouves rien. Quand tu en trouves une opportunité, t'envoies ton CV, mais lettre morte. Donc je pense qu'on a tous vécu ça.
Et à un moment donné, il faut prendre son courage à deux mains. Il faut rassembler ses économies, rassembler sa famille, et puis prendre son billet d'avion. Et puis se lancer dans l'aventure. L'entrepreneuriat est tombé sur toi ou c'est toi qui es tombé dans l'entrepreneuriat? En réalité, l'entrepreneuriat est tombé sur moi quand j'étais petit. D'accord. Dès l'âge de 11 ans, 12 ans, tu vas pas me croire, mais je commençais à avoir déjà des idées de business. Ok, hustler. À 14 ans, on avait déjà créé une association avec mes amis. Je faisais des petits boulots à gauche à droite, mais je pensais toujours business. Quand on allait dans un lieu, je me rappelle, on allait dans un lieu, mes copains appréciaient le lieu, ils appréciaient, ils aimaient bien l'espace dans lequel on était. Moi, je me posais la question, mais combien il se fait par mois? Et en fait, c'est naturel. Voilà, ça a toujours été. Mais quelque part, la société m'a refroidi parce que on est dans des sociétés francophones dans lesquelles on met pas en avant l'entrepreneuriat. Et même quand tu as des volontés, quand tu as de l'ambition dans ce domaine d'activité-là, à l'époque, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de dire lance-toi, parce qu'aujourd'hui c'est devenu assez commun. Mais il y a une vingtaine d'années, quand tu voulais te lancer dans l'entrepreneuriat, les gens te dissuadaient. Les premiers à te dissuader, c'était ta famille. Le second cercle, c'était tes amis. Et le troisième cercle, c'était tout ton entourage qui te disait mais ça va jamais marcher. Et ça va jamais marcher. Et donc du coup, ça me freinait. Ça m'a énormément freiné. Ça m'a frustré aussi. Et quand j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat, la première société que j'ai créée, c'était au Sénégal. C'était une société dans l'IT, le conseil dans l'informatique et les télécommunications. Okay. Et ça marchait. Ça a marché. Je gagnais très bien ma vie. Okay. La première, je pense que je gagnais à peu près 12 000 euros par mois, c'est-à-dire 8 millions. Je gagnais 8 millions de francs en CFA par mois. Okay. Et là, je me suis dit, waouh. Donc, je suis passé comment dire? Attends, va pas trop vite. Parce que, bien que, effectivement, ce soit j'ai l'impression que c'est plus à la mode, effectivement, de entrepreneur. Mais pour arriver à ce niveau-là, ça n'avait pas été facile, en fait. Parce que tu dis comme ça, ok, c'est sorti, mais potentiellement, le travail que tu as fait en amont, c'est-à-dire en bossant pour des grosses boîtes et maîtrisant ta chose de A à Z, donc tu viens, c'est un peu plus simple, mais ça n'empêche pas que derrière, il fallait aller vendre ces solutions, ces services-là, quoi. Absolument. Nonobstant le niveau assez élevé d'expertise dans mon domaine d'activité, il y avait un travail commercial à faire qui n'était pas des moindres. Et il fallait aller jusqu'au bout de ses rêves. Il fallait vraiment pousser. Et quand on te dit que c'est pas facile, c'est pas seulement des mots. C'est pas facile. Les gens ne voient que le résultat. Les gens ne voient que le chiffre d'affaires que tu peux partager. Mais derrière ça, il y a 99% de transpiration et de pleurs. Mais sans la transpiration, sans les larmes, sans le sang, tu peux pas atteindre ces objectifs. Quel a été ton moment le plus compliqué? Quel était dans l'entrepreneuriat? Quel a été ton moment le plus compliqué? C'était c'est pas possible. Je me rappelle d'une société que j'ai créée au Sénégal et j'avais investi pas mal à l'époque dans cette société-là. Et suite à une décision communale, le maire a décidé de raser tout mon investissement. J'étais pas le seul impacté, c'était toute une zone dans laquelle maintenant le maire voulait faire un complexe, un cinéma, je sais plus quoi. Et donc il nous a averti un mois à l'avance en disant qu'elle allait raser toute la zone. Et t'as mis toutes tes économies dedans? Une bonne partie des économies j'avais mis dedans. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est vrai que ça m'a touché, mais ça m'a pas anéanti. Et je pense que ça touchait plus les gens autour de moi qui pleuraient pour moi, qui me disaient, tu sais comment est l'Africain. Oh non, vraiment c'est dommage. Oh, tout ce qu'il a mis dedans. Tu vois. Mais moi ça m'a pas touché et je pense que ça a été un tournant de ma vie où j'ai compris que le matériel n'était rien. C'est-à-dire c'est que du matériel. Tu peux repartir à partir de zéro. Et c'est une réalité. Pour tous ceux qui vivent parfois des moments difficiles dans la vie, dites-vous que tant que vous êtes en bonne santé, tant que vous pouvez continuer à manger, boire et subvenir aux besoins de la famille, le reste c'est que du matériel. Il suffit juste de rebondir. Dans ces moments-là, ce que je faisais, ce que je fais encore jusqu'à présent, quand j'ai des moments difficiles, faut savoir se retirer.
Quand je dis se retirer physiquement et psychologiquement. C'est-à-dire tu prends du recul. Pour recharger les batteries. Tu recharges les batteries et puis tu réfléchis. Tu penses. Ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Pendant 2 semaines, je me suis retiré. J'étais physiquement là, mais j'étais en retrait. Et je ne faisais que penser, réfléchir, quels pouvaient être les next steps, qu'est-ce que je peux faire. Et t'as eu l'impression d'avoir touché le plafond avec tout ce que tu avais déjà fait? Non, j'ai un problème, c'est que je suis pas stable. Je suis sérieux. Non, je te crois, mais je pense que c'est un problème d'entrepreneur en fait. Tu veux toujours. Ouais, je m'ennuie rapidement. Ouais. Je m'ennuie très rapidement, c'est-à-dire que dès que je lance quelque chose et que ça marche, je me dis bon, quel est le next step? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je m'ennuie très très rapidement de mes activités. Parce que je me dis qu'il y a tellement de choses encore à faire. On a la chance d'être sur un continent dans lequel il y a 1 million d'opportunités. Je vivrais aux États-Unis, en Europe, peut-être que j'aurais pas la même attitude. Je rentrerais dans une sorte de routine. Mais ici, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de problèmes à résoudre. Et il y a tellement de matière à avoir de l'impact sur ce continent, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. À la fin de la journée, ce que je compte, c'est pas les deniers, c'est pas les billets, c'est l'impact que j'ai pu avoir sur la communauté. Il est tellement réel. Moi, je sais pas comment le décrire. Parce que de le vivre et de le voir tout le temps, parce que je passe tout le temps, ces enfants qui rigolent tout le temps, qu'est-ce qu'ils ont? C'est faramineux. Ouais. C'est dingue. Et je t'assure, il y a tellement à faire sur ce continent. Le problème, c'est que pendant longtemps, on a été bridés. Les hommes ont été bridés. Et là, grâce à Dieu, il y a une nouvelle génération de jeunes qui ont la vingtaine, qui ont la trentaine, qui n'ont pas les mêmes trajectoires que nous, qui ne cherchent pas à rentrer dans le fonctionnariat, qui ne cherchent pas à être dans l'entrepreneuriat, dans la fonction publique plutôt, qui cherchent à rentrer dans l'entrepreneuriat, qui cherchent à créer de la valeur, qui cherchent à démarrer quelque chose. Et c'est ce qu'il faut pour le continent. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que c'est un danger aussi. Je sais pas si tu te rappelles quand on était un peu plus jeune. J'ai l'impression qu'ils sont plus arrogants aussi. Ça dépasse le côté ok, je suis sûr de moi et tout ça, ça devient de l'arrogance, je connais plus que toi, alors qu'il y a certaines étapes par lesquelles tu es obligé de passer. Quand tu parlais des difficultés, des bas et tout ça, tu vas passer par là. Et quand tu as un gars qui vient de sortir de l'école, ou qui a regardé 2-3 vidéos sur Internet, qui vient t'expliquer comment la vie se passe, gamin, comme toi. Non, c'est vrai qu'il y a un travail à faire, et cette génération, je l'appelle la génération micro-ondes. Ouais, ok. Pourquoi micro-ondes? Parce que si tu veux faire un bon plat, nos mamans, les bons plats de nos mamans, le matin très tôt, elles allaient au marché et choisissaient leurs légumes et choisissaient la viande. Ensuite, elles lavaient la casserole et faisaient bouillir la viande, etc. C'était tout un processus. Elles commençaient à cuisiner à 9h, 10h du matin et finissaient à 13h. Et à 13h, quand on mangeait, on se régalait. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent pas aller au marché. Ils veulent pas nettoyer la casserole. Ils veulent pouvoir prendre le produit, le mettre dans le micro-ondes, attendre 3 minutes et se régaler et profiter des mets comme si c'était la maman qui l'avait cuisiné. Ça, c'est pas possible. Maintenant, pour ces jeunes-là, il leur faut du coaching. Très souvent, les jeunes qui sont arrogants, qui veulent tout de suite, c'est parce qu'ils sont pas coachés. Ils n'ont pas de mentor. Et puis, il faut une référence. Il faut ils essayent de s'identifier à quelqu'un qui a réussi et qui demande des conseils à cette personne qui a réussi. Je pense que c'est ça. Si ces jeunes-là réussissent à avoir un mentor et à être coachés correctement, ils seront beaucoup moins arrogants et ils feront moins d'erreurs, je pense. Tu sais que ce n'est pas que pour cela, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles je veux être beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, notamment en lançant ces podcasts et en essayant de recevoir des personnes comme toi, ou même en décrivant certaines activités que l'on voit qui sont exposées, mais pas dans le détail. Parce que hier, par exemple, j'étais chez mon coiffeur, coupe de cheveux. Il t'a fait une belle coupe. Ouais. Et il y a une émission qui passait sur une chaîne privée, apparemment qui est assez populaire, où les gars ont pris quasiment 10 minutes pour expliquer pourquoi un homme politique n'a pas fait l'accolade à un artiste. Ils ont pris 10 minutes, peut-être avec un quart d'heure, pour débattre sur ça. Ouais, il n'a pas fait ci, ça. Oh, mon Dieu. Et en fait, je pense que la vie, c'est comme un buffet. Si il n'y a que
à certaines catégories de plats sur le buffet, bon, les gens ont besoin de manger, ils vont manger. Et les contenus qui sont produits à la télé ou sur les réseaux sociaux, s'il n'y a qu'une seule catégorie de contenus qui sont proposés, les gars, ils vont prendre que ces catégories de buffet. Ouais. Des gens comme toi, la seule chose que je vous reproche, c'est de ne pas vous voir assez. Parce qu'on voit les artistes, mais eux, ils sont dans le show business, ce qui est normal. On voit potentiellement des gens qui sont successful, mais potentiellement ils sont à l'étranger. Mais des gens qui sont ici, on les voit pas assez, à mon avis. Je suis d'accord avec toi. J'essaie de pousser à fond et éventuellement ceux qu'on l'envoie, ils rentrent pas dans les détails comme tu viens d'entrer dans les détails. Ça va être ils deviennent presque des coachs de motivation. Oh ouais, lâche pas l'affaire. Ok, je vois que il faut pas lâcher l'affaire. Je vois tous les jours, je vois des femmes qui balaient la poussière sur les routes. Oh, il n'y a pas besoin de me dire que je lâche pas l'affaire. Oui. Le plan exactement, comment faire exactement pour aller atteindre ça. Donc, ça va être compliqué si vous ne venez pas beaucoup plus sur les réseaux. Après, je peux comprendre. Bon, tu as 200 gars à gérer, tu n'es pas tout le temps là à être sur les réseaux aussi. Tu as une véritable entreprise à faire tourner. Mais bon, on va essayer de trouver un compromis pour que vous soyez plus présent. Écoute, c'est déjà dans tes projets, ça. Écoute, c'est bien que t'en parles. Ça a été un des fruits de ma dernière retraite. D'accord, ok. Donc j'ai pris cette décision de tout faire pour être davantage visible. Ouais. Partager l'expérience. D'ailleurs, je t'annonce qu'on va lancer une chaîne YouTube. Excellent. Et cette chaîne YouTube, on va pas seulement donner des conseils parce qu'il y a des coachs qui sont très bons dans ça, et qui donnent des conseils sur comment investir en Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire pour lancer son activité et autres. Mais on va être plutôt dans la pratique. C'est excellent. On va être dans la pratique. Tu veux investir en Afrique, voilà comment il faut faire. Ok. Donc, je reprends l'exemple des parcs aquatiques. Si les gens veulent investir en Afrique, on va leur détailler comment faire pour investir dans ce domaine d'activité. On va leur expliquer ce domaine d'activité de long en large, pour qu'ils aient la maîtrise de ce domaine d'activité. Excellent. On va les accompagner dans leurs investissements. On va les accompagner dans la construction, dans le suivi, dans le management. C'est-à-dire que cette expérience et ce savoir-faire qu'on a ici en Côte d'Ivoire dans ce domaine d'activité-là, c'est quelque chose que je veux pouvoir étendre à l'ensemble du continent. Excellent. Et pour cela, effectivement, il faut de la visibilité. C'est-à-dire que tant que tu restes dans l'ombre, malheureusement, il y a des centaines de milliers de personnes qui peuvent pas profiter de ton expérience. Là, je pense que tu l'as vu directement, puisque j'ai vu sur l'un de vos posts, quand vous avez annoncé, ok, ouais, Congo, moi je suis intéressé. Oui, ici je suis intéressé. Ici je suis intéressé. Donc effectivement, les gars sont prêts, quoi. On a été surpris. Non, sincèrement, on a été surpris. Au début, on s'est dit, bon, on va lancer cette proposition d'accompagnement. On s'attendait peut-être à recevoir 5-6 sollicitations. Non. C'est une trentaine de sollicitations par jour minimum qui viennent de tout le continent, du Congo, de la République centrafricaine, du Cameroun, de la Guinée, du Sénégal, Burkina Faso, Niger, Tchad, Madagascar. Mais je veux bien le croire parce que le produit et ceux qui sont derrière ont un track record. Donc, il y a qu'à aller. C'est comme comment on appelle ça, les gars qui rentrent en bourse, enfin les sociétés qui rentrent en bourse. Ok, elles ont fait un certain nombre de choses qui fait que il y a des investisseurs qui sont prêts à aller dans ça. Donc, et puis il y a une vraie demande, quoi. Oui, il y a une vraie demande, et puis comme tu dis, le track record parle pour nous. Ça rassure l'investisseur potentiel de savoir qu'on a déjà ce type d'activité. Donc on a cette expérience, on a ce savoir-faire. Et je double-clique sur le savoir-faire parce que c'est quelque chose qu'on a su développer. C'est grâce à la force de nos équipes. C'est grâce à leur engouement, c'est grâce à leur investissement. Tous les week-ends, pendant les vacances scolaires, la manière dont ils approchent les parents, la manière dont ils abordent les clients, etc. C'est quelque chose de phénoménal, sérieusement. Et je suis très fier de mes équipes parce que ce qu'on a réussi à faire, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux, c'est leur travail, c'est le fruit de leur travail. Et c'est des gens avec qui j'apprends tous les jours. Ça peut paraître bizarre. C'est vrai que c'est moi qui les coach, je suis leur manager, je suis leur directeur, mais j'apprends de ces personnes. Et ça, c'est très important. Continuer à apprendre de ses collaborateurs et leur montrer que, personnellement, je n'ai pas la science infuse. Si je suis entouré de vous, c'est parce que vous êtes plus intelligents que moi et qu'on a besoin des uns des autres pour avancer. C'est une team. C'est une team. Et pour en venir
notre volonté d'accompagner les autres pays dans ce type de business, je pense que c'est un next step qui est très, je veux dire, profitable pour le continent. Et j'invite aussi les acteurs de deux domaines d'activité de faire la promotion de leur domaine d'activité. Parce que très souvent sur les réseaux sociaux, c'est uniquement des coachs qui te disent faut investir dans ce domaine, investis ça dans ça, c'est rentable, etc. Mais après la vidéo qui a duré 10 minutes, toi tu es devant ton écran avec ta feuille blanche et ton stylo. Tu vois, encore chercher. Qu'est-ce que je fais? Là, mais c'est clair. Quelles sont les étapes? Par où je commence? Qui sont les acteurs? Qui je peux contacter? Est-ce que je peux avoir un retour d'expérience, etc. Tu as une kyriade de questions comme ça et qui restent pour la plupart sans réponse. Ce qui va faire que du coup, tu vas pas investir, tu vas pas passer à l'étape suivante parce que tu n'as pas cet accompagnement. Et nous, dans l'industrie des parcs aquatiques, des water parks, c'est ce qu'on va faire. On va accompagner les clients, on va les aider à comprendre le business. Moi, mon objectif, c'est que dans 5 ans, quand on va se revoir, j'espère que j'aurai moins de cheveux blancs. Ce sera ici. L'objectif, c'est que dans 5 ans, je puisse te dire, grâce à notre élan, aujourd'hui, il y a 32 parcs aquatiques sur le continent. Et que dans ces 32 parcs, il y a des centaines d'enfants qui s'amusent tous les jours, qui profitent des parcs aquatiques, et des parents qui enjoy, qui passent du bon temps en famille à des coûts vraiment accessibles. Je suis pas Madame Irma et je ne vois pas l'avenir. Mais maintenir une telle qualité de service, après, bon, c'est un business, donc il faut maîtriser certains coûts, certaines choses et tout. Mais si vous arrivez, je vois pas... avec le ciel qui est la limite, quoi. Littéralement. Hein. Exactement. Surtout dans ce gros terrain qu'on appelle l'Afrique. Ah oui. 32. Oh. Non, il y a de la matière à faire. Il y a de la matière. Et encore une fois, quand je parle des 32, c'est pas des parcs qui nous appartiennent. C'est des parcs qu'on a construits, on a formé des équipes, après on se retire. Maintenant, c'est chaque investisseur qui est propriétaire de son parc. Mais nous, simplement, si on arrive à accompagner l'investisseur à réaliser son rêve et à mettre en place un service de qualité à l'image de ce qu'on dispense ici en Côte d'Ivoire, que demande le peuple? On a atteint nos objectifs. Bon, il y a des choses, je m'avance pas, mais ça, c'est un véritable rapport gagnant-gagnant, quoi. C'est ça. Les gamins, les familles, investisseurs, vous-même, tout le monde gagne dans ça. L'État gagne parce que, éventuellement, eux, ils se démènent comment on peut occuper nos enfants, mais alors qu'il y a effectivement des entrepreneurs, ou en tout cas des entreprises privées qui se lancent et qui font ça comme ce que vous faites. C'est juste génial. Donc, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce podcast. Bruno, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit pour venir s'amuser avec nos enfants et que ce soit pour aussi investir dans ça ou pour en savoir plus dans tous les cas. On est disponible sur chacun de nos sites. Vous pouvez commencer par le Splash Park Bonuma qui se trouve à la Palmeraie. Ensuite, aller faire un tour chez Hyde Park en zone 4, rue Paul Langevin prolongée. Et le tout dernier parc qui se trouve à Yopougon. C'est le plus grand celui-là. C'est le plus grand, le plus grand parc aquatique de Yopougon. Il est formidable, l'ambiance est géniale. Allez faire un tour si vous habitez Yopougon. Il se trouve à Yopougon-Toit-Rouge, à côté du collège Secbé. D'accord. On a aussi le parc d'Abata, le Sunset Abata, sur la route d'Abata. La qualité de la nourriture y est exceptionnelle. Exceptionnelle. Okay. Il faut aller faire un tour là-bas. Okay. On peut y célébrer des anniversaires en famille et autres. On a ouvert un restaurant tout dernièrement qui s'appelle Hyde Park Café. Pourquoi Hyde Park? Ça, c'est une bonne question. C'est pas comme Hyde, mais... non, c'est Hyde Park, c'est un quartier de Johannesburg. D'accord. En Afrique du Sud, que j'ai apprécié. Parce que c'est un quartier dans lequel il y a énormément de verdure et puis c'est un quartier résidentiel. D'accord. Et très souvent, les maisons sont cachées derrière les arbres, c'est vraiment sympa. Donc le quartier s'appelle Hyde Park. Et avec mon épouse, on a décidé de lancer notre activité et lui donner ce nom-là, Hyde Park. Parce qu'on était amoureux de ce quartier. Donc ça, c'est la petite histoire. Moi, je me suis dit c'était un sang pour se cacher avec son amoureuse. Non, c'est pas le Hyde. Exactement. C'est pas ce Hyde-là. C'est plus avec un Y. Ouais, absolument. Donc pour s'amuser, c'est cela. Voilà. Et maintenant, pour investir, où est-ce qu'on vous... Pour investir, vous pouvez envoyer un message sur chacun des sites. D'accord. Que ça soit sur le site du Sunset, du Splash, de Hyde Park. L'ensemble des messages me sont remontés. D'ailleurs, moi, très souvent, je passe énormément de temps à lire les commentaires, à lire les feedbacks. Et parfois même, c'est moi-même qui réponds directement.
aux clients. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit message en indiquant que vous êtes intéressé pour investir dans ce domaine d'activité. Quelque chose que j'aime à répéter, c'est-à-dire que le montant d'investissement, il paraît peut-être élevé, c'est aux alentours de 160 millions. D'accord. Mais monter un immeuble de 2-3 étages, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Si vous voulez investir dans un immeuble de 2-3 étages, c'est minimum 200 millions d'investissement. Et le rendement sera beaucoup plus faible. Avec 200 millions d'investissement, vous pouvez espérer peut-être 3 millions, 3 millions 5 de revenus mensuels. Ça, c'est à condition que tous les appartements soient occupés. Ouais. Dans nos activités, en une journée, on peut faire 3 millions de chiffre d'affaires. Sûr, c'est sûr. Ce que je vois, c'est sûr et certain. Parce que les gars, le ticket d'entrée est faible. Quand vous arrivez là-bas, vous êtes tellement bien, vous consommez à fond. Donc, la facture augmente assez rapidement. Ouais. Est-ce que, je disais que c'était terminé, mais maintenant que tu as soulevé ça, une question me vient. Est-ce que c'est un investissement pour une personne ou, grosso modo, vous repérez des sites et il peut y avoir plusieurs personnes qui investissent sur ce site-là? Absolument, plusieurs personnes peuvent investir. C'est-à-dire s'ils sont 3 associés, d'accord, ils veulent créer la société, partager les parts en 3. Okay. Une fois qu'ils ont le budget pour investir, ils nous contactent et nous on travaille pour eux, on les accompagne, on délivre pour eux. Ok, ça marche. Ok, bah écoutez. J'étais avec monsieur Bruno Bellinga dans l'expérience Yannick Yao. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à contacter ce monsieur qui est un grand monsieur. Il est disponible, il est serviable, il est en forme, il bosse, tout ça. Donc, merci encore, restez concentrés, restez dangereux. Peace.